Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo mélangeant des maths et de la physique, puisqu'on va chercher l'angle de lancer optimal d'un tir. Alors petite parenthèse, je pense que beaucoup de gens me suivent pour les maths, moi-même je préfère les maths, mais les problèmes physiques et informatiques que je proposerai à l'avenir seront toujours à forte dominante mathématique, comme ce sera le cas ici, vous allez voir. Donc rassurez-vous, je ne vais pas me transformer en chaîne de physique. Voilà, la parenthèse étant fermée, on peut commencer le problème. Alors, justement, avant de le commencer, je vais quand même rappeler les... alors, je ne vais pas les rappeler, je vais les présenter. Je vais vous présenter la liste de l'ensemble des hypothèses qu'on va appliquer, l'ensemble des éléments qu'on va négliger. Alors, on va négliger pour ce problème les frottements de l'air, la poussée d'Archimède, la variation de pression atmosphérique, l'uniformité du champ de pesanteur, la planéité du sol, alors je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez l'idée, les effets relativistes, et j'en oublie probablement. Ici, le seul truc qu'on néglige qui peut significativement modifier la trajectoire, c'est les frottements de l'air. À part ça, je pense que la poussée d'Archimède, les effets relativistes, tout ça, ça ne modifie pas profondément le mouvement. Ici, vous vous doutez bien qu'on va utiliser donc les lois de Newton. Donc on va se placer dans le cas simple où vous lancez la balle au niveau du sol. Et on reparlera en fin de vidéo du cas où on lance la balle depuis une certaine hauteur, qui est vraiment un problème très différent et aussi assez intéressant. Alors comme m'a toujours dit mon prof de méca, tout est relatif, donc il faut d'abord préciser dans quoi on se place pour notre étude. Donc on va se placer dans un référentiel galiléen, c'est-à-dire un référentiel dans lequel on peut appliquer les lois de Newton, et on se munit du repère cartésien. Alors on choisit un repère cartésien parce qu'a priori notre mouvement il va décrire la courbe d'une fonction, et d'ailleurs peut-être que vous le savez ou non, mais cette trajectoire ce sera une trajectoire parabolique, donc qui suit un mouvement d'une fonction de degré 2. Alors je vais rapidement vous donner les lois physiques. Vous allez voir que ça tient en deux lignes, hein, donc pas d'inquiétude pour ceux qui ne sont pas des grands fans de la physique. Alors on a d'abord que d'après la deuxième loi de Newton, donc la somme des forces extérieures en vecteur, c'est la masse fois le vecteur accélération. Ici, comme on l'a dit, on néglige les frottements et la poussée d'Archimède, donc on n'a que le poids. Et le poids, c'est la masse fois le vecteur champ de pesanteur. Donc la masse fois le vecteur champ de pesanteur, c'est la masse fois l'accélération, en vertu de la deuxième loi de Newton. Et donc on a que le vecteur accélération, c'est égal au vecteur champ de pesanteur. Voilà, vous avez toutes les lois nécessaires pour résoudre ce problème. Alors pour ceux qui n'aiment vraiment pas la physique, je vais quand même le rappeler, hein, mais le poids il est vertical. Donc on n'a que le vecteur champ de pesanteur, suivant x il est nul, et suivant y il est égal à moins g. A priori sur Terre, vous tombez et vous ne décollez pas, d'où le signe moins. Voilà. Donc maintenant, il n'y a vraiment plus besoin de notions physiques, et ici, il faut commencer à réfléchir. Alors, nous, ce qu'on veut, on l'a dit, c'est un angle, c'est l'angle idéal pour tirer le plus loin possible. Donc, l'angle idéal, c'est simplement l'angle pour lequel la balle atterrit le plus loin. C'est-à-dire lorsque la balle, elle traverse l'axe des abscisses, qui représente d'une certaine façon le sol. Alors, l'idée, c'est d'avoir l'expression de la distance parcourue en fonction de alpha, et de voir pour quel alpha la distance parcourue est la plus grande. Maintenant, pour en arriver à cette étape, encore faut-il connaître cette fonction. Donc, il s'agit dans un premier temps de connaître l'équation de la trajectoire. Si on connaît les coordonnées de x et y en fonction du temps, c'est bon. On aura l'équation de la trajectoire, ça pose pas de problème. Maintenant, la dernière question, c'est de savoir comment trouver les coordonnées du point mobile, qu'on va appeler m. Et en fait, il faut simplement se rappeler que l'accélération et la position, en fait, c'est deux notions qui sont très liées, puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, et la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc, on a un lien mathématique entre l'accélération et la position. Donc, en fait, on a juste à effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on a juste à intégrer. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va intégrer pour obtenir les coordonnées du point M. Donc, j'intègre le vecteur accélération de 0 à t, et donc, par définition, la primitive en t de l'accélération, c'est la vitesse en t. Et la primitive en 0 de l'accélération, c'est le vecteur vitesse en 0, qu'on va noter v0. Alors, je vais peut-être pas tout le temps préciser s'il y a un vecteur ou non, parce que c'est assez lourd à dire à l'oral. Donc, si je l'oublie, pas d'inquiétude. Voilà. Donc ici, on n'a que la vitesse en fonction du temps, c'est l'intégrale de 0 à t de l'accélération, plus le vecteur de la vitesse initiale. Comme ici, on est dans un repère cartésien, on peut projeter suivant x et y.
Alors la barre, c'est juste une notation de physicien pour séparer x, y et puis z quand il y en a un. Donc ici, voilà, on a simplement projeté, donc on a remplacé les vecteurs par leur équivalent suivant les projections x et y. Et donc ici, en fait, on se retrouve à intégrer de 0 à t la fonction nulle et de 0 à t moins g. Donc la fonction nulle, l'air sous la courbe, il est nul. Et donc on se retrouve simplement avec Vx0. C'est là où il faut réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que vaut Vx0? En fait, vous faites un petit peu de trigo avec le schéma à droite et vous allez vous rendre compte que Vx0, c'est simplement V0 cos alpha. Maintenant, l'intégrale de 0 à t de moins g, c'est simplement l'aire du rectangle de hauteur g et de longueur t. On n'oublie pas que, évidemment, l'intégrale, c'est algébrique, donc on n'oublie pas le moins. Et donc, il faut aussi connaître Vy0, et Vy0, vous vous rendez compte sur le schéma en faisant un petit peu de trigo, que c'est égal à V0 de cos de pi sur 2 moins alpha. Et cos de pi sur 2 moins alpha, c'est sin de alpha. Donc on obtient ces deux expressions. Comme on l'a dit, la vitesse par rapport à la position, c'est la dérivée. Donc on va encore une fois réintégrer. On intègre de 0 à t le vecteur vitesse. Par définition, on a que c'est le vecteur position en t moins le vecteur position en 0. Sauf qu'on l'a dit, on prend des coordonnées initiales qui sont nulles. Donc on a simplement que le vecteur position, c'est la primitive de v. Ok, encore une fois, on fait la même chose. On peut projeter suivant x et suivant y. On obtient ces deux expressions. On n'oublie pas ce qu'on a écrit juste au-dessus, on a juste à remplacer. Et on se retrouve à primitiver V0 cos alpha. Alors V0 cos alpha, c'est constant. Donc encore une fois, c'est l'aire sous la courbe d'une fonction constante, donc l'aire d'un rectangle. Donc c'est V0 cos alpha t. Et la primitive de moins gt plus V0 sin alpha, ici c'est un polynôme. Donc pas trop de soucis. La primitive de t puissance alpha, c'est t puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Vous appliquez la formule un petit peu bêtement et on obtient du coup ces deux expressions que sont x est égal à v0 cos alpha t et y est égal à moins 1 demi de gt carré plus v0 sin alpha t. Alors je dis x et y, ce sera plus simple pour la suite que avoir une notation un peu lourde avec OMX et OMY. Donc nous, on se rappelle qu'on veut l'équation de la trajectoire. Ici, on a x en fonction de t, y en fonction de t. Donc, on sent que t, il est présent dans nos deux équations. Donc, a priori, ça ne semble pas poser de problème. On a juste à isoler t. Donc, on a que x, c'est égal à v0 cos alpha t. Et donc, t est égal à x sur v0 cos alpha. Alors, j'ai pas essayé, mais je pense que c'est pas très intéressant de le faire. Peut-être que vous pouvez isoler t dans y, mais ça semble quand même un petit peu plus compliqué. Et donc, en injectant dans l'expression de y de x, on a cette expression. Voilà, on a simplement remplacé t par le truc qu'il y a juste au-dessus. Ok, ici on se rend compte qu'il y a des trucs qui se simplifient plus ou moins bien. On obtient cette nouvelle expression. V0 se simplifie et sin alpha sur cos alpha, c'est tan alpha. On se rend compte qu'on n'a pas de coefficient constant dans notre polynôme, donc on peut factoriser par x, ce qui va nous rendre service juste après. Je vous rappelle qu'on cherche le moment où la balle atterrit. Le but, c'est de connaître l'angle optimal, je le rappelle quand même. Donc, on veut savoir quand est-ce que la hauteur est nulle, c'est-à-dire quand est-ce que y de x est égal à 0. Ici, c'est égal à 0 quand x est égal à 0, puisqu'effectivement, on lance à partir d'une altitude nulle. Ce résultat nous intéresse assez peu. Nous, ce qu'on veut, c'est quand cette expression est nulle. On résout ce truc, on isole x donc, et on n'a que x en fonction de alpha, puisqu'on se rappelle que alpha, on va essayer de le faire varier pour voir quand est-ce que c'est optimal. Eh bien, c'est égal à cette expression. Tan alpha, c'est sin sur cos, donc les cos se simplifient et on obtient 2v0 carré sur g, cos alpha, sin alpha. J'espère que vous connaissez vos formules de trigo. Cos alpha, sin alpha, c'est sin de 2 alpha sur 2. Les deux simplifiés, on obtient que x en fonction de alpha, c'est v0 carré sur g fois sin de 2 alpha. Voilà. Donc là, c'est génial parce qu'on a l'expression de x en fonction de alpha. Donc, si vous tracez la courbe, en fait, vous avez juste à prendre le point le plus haut
et vous obtenez l'angle idéal. Évidemment, nous on va le faire analytiquement, c'est-à-dire qu'on va chercher la solution exacte. Donc nous ce qu'on veut, c'est le maximum global de x en fonction de alpha avec alpha appartenant à 0 pi sur 2. Alors je vais quand même un petit peu m'attarder sur cet intervalle. Pourquoi 0 pi sur 2? On sent bien que physiquement parlant, ça semble très intuitif que tirer en dessous de l'horizontale, c'est pas le tir le plus optimal. C'est pour ça que je prends pas de valeur inférieure à 0. Et pi sur 2, tout simplement parce que, alors j'aurais même pu exclure le pi sur 2, tout simplement parce que tirer en arrière, c'est pas le plus optimal non plus. Voilà. Et vous allez voir que pour la résolution de notre équation, ça va quand même être assez utile. On va pas devoir se trimballer des congruences. Ok. Donc, pour chercher le maximum global, il faut calculer la dérivée. Donc, la dérivée de x en fonction de alpha, ça nous donne 2v0 carré sur g fois cos 2 alpha. Pour alpha appartenant à 0 pi sur 2, il n'y a pas de problème de dérivabilité. Les fonctions trigonométriques classiques, elles se comportent plutôt bien. Et donc, ici, on veut simplement que la dérivée, elle soit nulle. Si la dérivée est nulle, ça veut dire que c'est un extrémum local, pardon. Et ici, physiquement, on sent bien que ce sera un maximum. Alors, c'est une interprétation un peu plus physique que mathématique. On pourra le reprouver mathématiquement, mais bon, on va pas trop s'y attarder. Donc, l'angle optimal, il vérifie l'équation 2v0 carré sur g cos 2 alpha est égal à 0. 2v0 carré sur g, a priori c'est pas nul. Si vous lancez avec une vitesse initiale nulle, le problème perd tout son intérêt. Donc on est amené simplement à résoudre l'équation cos 2 alpha égale 0. Donc alpha est compris entre 0 et pi sur 2. Donc 2 alpha est compris entre 0 et pi. Et donc entre 0 et pi, sur le cercle trigo, on voit que l'unique solution à cos 2 alpha égale 0, c'est 2 alpha égale à pi sur 2. Sinon, vous pouvez simplement appliquer l'arc-cosinus si vous préférez. Et donc, comme 2 alpha égale à pi sur 2, alpha est égal à pi sur 4. Voilà. Finalement, l'angle de lancer optimal, c'est 45 degrés. Pi sur 4, en degrés, c'est 45. Alors, c'est un résultat qui est assez prévisible, même si vous voyez que c'est pas du tout évident à démontrer en fait. Ça demande quand même un paquet de calculs. Alors, le résultat, il est plutôt sympa, puisqu'il a des applications pratiques assez évidente à comprendre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la hauteur a une influence sur l'angle de tir idéal? Alors moi, au départ, quand je me suis posé la question, je pensais que ça n'avait pas d'influence. Mais je me suis bien planté. Ça a effectivement une influence. Si vous faites les calculs, vous allez vous rendre compte que c'est faux. La hauteur, elle a vraiment une importance. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que juste en changeant un paramètre ou en considérant une hauteur, tout simplement, ça rend le problème vraiment beaucoup plus complexe. Si vous voulez tenter de le résoudre, vous allez être amené à résoudre une équation absolument immonde, doublée d'un calcul de dérivée absolument immonde aussi. Si vous êtes tenté de résoudre le problème, a priori, il y a des solutions analytiques. Sur certains forums, j'en ai trouvé, mais je suis bien incapable de dire comment ils sont arrivés à là. Tout ça pour dire que l'ajout de cette hauteur, ça simplifie pas le problème, mais vous allez voir que la hauteur, elle a une incidence, et on va le voir de manière très simple puisqu'on va faire une simulation. Alors, je vous affiche un petit code, donc je vais l'expliciter rapidement. Donc les deux premières lignes, c'est simplement on importe les modules qui sont importants. Donc def de simulation, c'est une fonction qui prend en paramètre un angle, une vitesse initiale et une hauteur. dt, c'est un temps qui est suffisamment court pour pouvoir approximer le calcul infinitésimal, on va dire ça comme ça pour être plus rapide. Donc ici g c'est 9,81 mètres seconde moins 2, la constante de gravitation. Donc plot.figure c'est simplement pour définir le graphe. For angle in angle, alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais angle c'est un paramètre qui est une liste. Voilà, j'ai décidé de prendre une liste pour pouvoir superposer les graphes, superposer les trajectoires plutôt. Donc pour chaque angle de la liste, on va superposer le graphe, la trajectoire associée du coup. Donc on convertit notre angle en radian, c'est pour le module il marche en radian. Donc on prend x égale 0, et puis y, c'est la hauteur initiale. Vx, c'est ce qu'on avait trouvé dans le problème, c'est v0 fois cos de alpha, et vy, c'est v0 fois sin de alpha. Ok, donc là on prend une liste, on va tracer chaque point du graphe avec une liste. Voilà.
Et donc ici on a une boucle itérative tant que y est supérieur ou égal à 0, puisque quand ça traverse le sol a priori on s'en fiche un petit peu, eh bien on effectue ces opérations. Alors c'est plus des opérations de physique, si ça vous intéresse vous pouvez vous y attarder. Je ne vais pas trop le détailler puisque c'est pas si simple à expliquer. Et puis une fois qu'on a la position, on la prend à la liste et puis les lignes qui est en dessous c'est simplement des questions esthétiques et pour tracer le graphe. Voilà. Et donc, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? J'ai décidé de faire la simulation avec d'abord une hauteur nulle et une vitesse initiale de 5 mètres secondes. Alors, la vitesse initiale, en vrai, elle sert à rien, elle est plus décorative qu'autre chose. Et puis, j'ai décidé de prendre des angles de 30 à 61 avec un pas de 3. Et voici ce qu'on obtient. Et on se rend effectivement compte que l'angle de 45 degrés, alors c'est pas si clair, mais si on zoome sur le graphe, on se rend compte que effectivement l'angle de 45 degrés, c'est l'angle le plus optimal. Et maintenant, si on fait plus intéressant, la même chose mais avec une hauteur initiale, on se rend compte que le résultat il est différent. Et on se rend compte que un tir plus bas est plus optimisé. Alors il y a une interprétation physique intuitive qu'on peut faire, c'est en gros pour tirer suffisamment loin il faut faire un bon compromis entre le temps qu'elle reste en l'air entre guillemets et à quel point elle avance. Si vous tirez trop haut, elle va rester longtemps en l'air mais elle va pas beaucoup avancer. Si vous tirez trop bas, elle va avancer vite mais elle va pas très longtemps rester en l'air. Donc si vous prenez une hauteur initiale, l'avantage c'est que elle peut rester plus longtemps en l'air. Donc il vaut mieux privilégier la vitesse par rapport au temps que vous restez en l'air. Alors bon, c'est une interprétation physique un petit peu bancale, mais a priori ça marche plutôt bien. Voilà, la vidéo s'achève. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez liker, ça aide la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.